Il y a des artistes comme ça, qui vous happent, vous touchent au cœur, d'une manière si profonde qu'elle confine à l'intimité. Les artistes de l'imaginaire m'ont toujours fascinée. Les souvenirs que je garde des contes de mon enfance ne seraient rien sans les illustrations qui les accompagnaient et qui sont restées gravées dans ma mémoire et dans mon cœur. Et mon histoire personnelle avec le monde de l'art est jalonnée de rencontres visuelles avec ces artistes qui ont dédié leur art à donner corps aux visions, aux mythes, aux rêves, aux histoires dont je me nourrissais sans jamais être rassasiée. Au point que j'ai dédié mon mémoire de recherche pendant mes études universitaires au sujet de leur reconnaissance dans le monde de l'art. Quelque temps après la fin de mes études, je fus sollicitée par un site internet afin d'écrire une série d'articles visant à présenter une dizaine d'artistes de l'imaginaire. Pour commencer, on me donne 2 noms que je ne connais pas, Dave McKean et Yoshitaka Amano. 2 artistes au style très différent, mais qui ont pourtant en commun l'onirisme viscéral qui transpire de leurs œuvres. Tous les 2 ont dépassé le statut de simple, avec beaucoup de guillemets, illustrateurs, pour être reconnus comme des artistes tout court, inspirants et visionnaires, au-delà du monde de l'édition ou de l'animation. Et les 2 ont eu l'occasion d'illustrer l'œuvre célébrissime de Neil Gaiman, The Sandman, et certains personnages de chez DC Comics comme Batman. C'est de cette manière que je suis entrée en contact avec l'œuvre de l'artiste, bien avant de connaître son travail sur une de mes séries fétiches du jeu vidéo, Final Fantasy. Coup de foudre immédiat pour cet artiste dont certaines inspirations que je partage transparaissaient aisément dans le trait, la technique ou la composition, comme Klimt, Musha et l'art nouveau en général, ou l'ukiyo-e. Et pourtant, l'œuvre possède une puissance évocatrice et un style tout à fait personnel que je n'avais jamais vu ailleurs. Les images que je découvre me semblent à la fois doucement familières et profondément innovantes, et dans tous les cas, absolument fascinantes. Au point que lorsque je décide de reprogrammer un voyage au Japon pour 2026 avec ma famille, l'une de mes premières pensées est « Pitié, faites qu'il ait ouvert un musée d'ici là ou juste qu'une galerie expose ses œuvres au moment où on ira là-bas. » Au point que je me mets à suivre avec ferveur l'actualité de l'artiste, quitte si possible à caler la date de mon voyage pour coller avec une opportunité de voir ses œuvres en vrai. Il faut croire que Bouddha a entendu mes prières car quelque temps plus tard, le miracle a lieu. Les organisateurs de la très qualitative convention Lucca Comics and Game vont faire ce qu'aucun autre acteur du monde de l'art n'a eu l'idée de faire avant eux, organiser la première exposition européenne dédiée à l'œuvre du maître nippon. Lors du festival, mais aussi pour une durée de plusieurs mois à la Fabbrica del Vapore de Milan. Ni une ni deux, je préviens un ami d'origine italienne également très fan de l'artiste de l'existence de l'exposition. « Tu vas pouvoir y aller », que je lui dis. « Ok, mais tu viens avec moi », qui me répond. « Jusqu'à Milan ? Pour aller voir une exposition ? C'est pas un peu dingue ?» Ouais, mais en même temps, en 50 ans de carrière, avec la renommée de l'artiste, personne n'avait eu l'idée de consacrer une exposition à Yoshitaka Amano sur nos bonnes vieilles terres européennes. Et il n'est pas dit que quelqu'un le fasse après. C'est une occasion peut-être unique qui se présente, et après bien des péripéties, ce 11 février 2025, je m'apprête à voir l'œuvre de cet artiste qui me fascine depuis tant d'années. Certains me diront que c'est pas utile, qu'avec Internet on a accès à une bande de données visuelles qui nous permettent de voir les œuvres des artistes quand on veut, que c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Pas pour moi. Pour moi, c'est comme si vous me disiez qu'écouter une musique sur un disque ou l'écouter en live, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Se retrouver face à l'œuvre, c'est la ressentir viscéralement, de tout son être. Écouter en live, la musique déploie toute sa puissance, par les sons que l'on entend, mais aussi par les vibrations que l'on ressent dans son corps, par nos yeux qui suivent les gestes virtuoses des musiciens, par cette humanité qui vient nourrir le vécu que l'on partage avec tous ceux qui vibrent à l'unisson de ce moment unique et par conséquent infiniment précieux. Tout cela participe à créer un souvenir inaltérable qui, quand il se rappelle à nous, convoque tous nos sens. Eh bien pour moi, être devant un tableau, c'est la même expérience. C'est pas seulement voir le tableau, c'est le ressentir. C'est pouvoir s'en imprégner pleinement, le laisser nous pénétrer jusqu'au tréfonds de l'âme. C'est pas seulement regarder vite fait, mais observer chaque détail, chaque trait de crayon, de pinceau. C'est chercher inlassablement la clé de l'œuvre. Raconte-moi ta naissance.
Raconte-moi ton histoire. Raconte-moi tes secrets. On est là, ici, dans le présent, tout entier dans cette contemplation. Le temps s'arrête. On s'immerge totalement dans l'instant, on plonge dans l'œuvre parfois jusqu'à ce que le monde s'efface autour de nous. Non, ça n'est pas pareil. L'exposition milanaise ne présentait pas que des œuvres originales, mais parfois des copies imprimées par giclée, l'un des systèmes les plus qualitatifs pour reproduire une œuvre picturale qui se rapproche énormément du rendu d'origine. Assez en tout cas pour que les tableaux que j'avais sous les yeux me racontent un bout de leur création et me dévoilent une infime partie de leur mystère. Voir des œuvres d'Amano de près, c'est comme un monde qui s'ouvre. L'artiste ayant le talent de réaliser des œuvres dont le point central se capte très rapidement, mais qui, si on y regarde de plus près, fourmille de détails innombrables, tant par l'accumulation de personnages que des textures et autres symboles, et ceux qui semblaient être des aplats de dorure servant à mettre en avant la figure féminine principale révèlent en réalité des visages, des mains, des successions de couches de crayons, de peintures, d'encre qui se recouvrent ou se dévoilent, qui s'entremêlent avec brio. Même les textures laissent songeur. Tout semble imprécis et pourtant si méticuleusement pensé et exécuté. On imagine l'artiste avec son pinceau qui dépose savamment ces morceaux épars et torturés qui viennent se fondre avec les pigments et donner à l'œuvre tout son éclat. Même impression pour ces compositions si riches et pourtant si peu nettes. Les acryliques utilisés sont tellement dilués qu'elles donnent une impression d'aquarelle, comme des coups de pinceau qui laissent une grande place au hasard. Et pourtant, quand l'artiste veut être précis, il sait très bien l'être. Mais dans de nombreux tableaux, la fioriture omniprésente laisse néanmoins un goût de liberté du geste. Abondance et simplicité, profondeur et accessibilité, spontanéité et maîtrise. Amano jongle avec les contrastes avec une fluidité parfaite. C'est une fois le nez dans ses œuvres que l'on réalise que les contraires s'assemblent ici avec harmonie, et comment une même toile offre des moments de vide qui jouxtent tellement de détails que l'on ne peut tous les recenser, où le noir profond et les tons obscurs côtoient sans transition des pastels lumineux ou des traits de pinceau qui semblent jetés au hasard d'un grand coup avoisinent des textures précises et ciselées. Et pourtant, tout est fluide. Notre cerveau n'est jamais déconnecté de l'œuvre parce que quelque chose y cloche. L'exposition proposait une muséographie intéressante avec de nombreux petits espaces séparés par des kakémonos qui laissent le temps aux spectateurs de s'imprégner posément d'une partie de l'œuvre de l'artiste. L'une d'elles est dédiée à ses débuts de character designer chez Tatsunoko Productions, et le contraste est saisissant entre le trait d'Amano qui sublime ses personnages en leur apportant une aura presque mystique, un supplément d'âme, et le charisme que n'a pas toujours su conserver l'adaptation plus pragmatique de la version animée. On passe aux 3 sublimes créations qu'Amano a réalisées spécialement pour la convention de Lucca, dont on aura également le plaisir de voir certaines esquisses préliminaires qui montrent le fossé de travail qu'il peut y avoir entre les courbes initiales jetées sur le papier et le résultat final. Un petit espace présente son travail pour L'œuf de l'ange, un animé réalisé en collaboration avec Mamoru Oshii, également ancien employé de Tatsunoko Productions, et une pointure de l'animation à qui l'on doit entre autres ceci. Excusez du peu. Autre point commun avec Dave McKean, qui a lui aussi porté sa vision artistique dans un film unique, Mirror Mask, 2 films qui ont connu un succès mitigé, leur portée artistique et onirique très poussée aux dépens de la narration ayant été autant l'objet de fascination pour certains que de répulsion pour d'autres. Vampire Hunter D est un incontournable. La silhouette sombre et longiligne, cassée par le piquant du chapeau iconique du Dampire, étant indissociable de la représentation qu'en a fait Amano. Mon grand regret aura été de ne pas avoir exposé les couvertures des éditions japonaises des romans de la saga d'Elric de Melniboné, l'un de mes anti-héros d'Heroic Fantasy préférés, que je suis d'ailleurs en train de relire actuellement, et dont j'ai du mal à comprendre que la mode de la dark fantasy ne l'ait pas encore fait renaître. C'est d'autant plus frustrant que l'édito du catalogue de l'exposition est écrit par Michael Moorcock, l'auteur de la saga du champion éternel, dont Elric était l'avatar le plus populaire et selon moi, de loin le mieux écrit.
Quelques espaces thématiques seront dédiés à la collaboration entre Amano et le magazine de mode Vogue. Un crossover assez peu surprenant quand on connaît l'intérêt de l'artiste pour la mode en général, qui se retrouve dans la multitude d'accessoires et les complexités vestimentaires qu'il intègre à ses personnages et qui les rendent parfois difficiles à retranscrire en animation dessinée ou pixelisée. La partie dédiée aux super-héros m'aura fait réaliser que même les héros les plus américains, avec leur mâchoire carrée de mâle alpha, peuvent se trouver sublimés par la finesse et la sensibilité du génie nippon qui transcende décidément tout ce qu'il dessine, même lorsqu'il n'en est pas le créateur. On reste dans la partie Orient-Occident avec bien entendu une zone dédiée aux œuvres de Sandman, mais aussi aux créations pour les cartes Magic the Gathering, le film La forme de l'eau, ou même un portrait tendre et splendide de David Bowie et de sa femme Iman, qu'Amano avait dessiné en héros de fantasy sous la plume de Neil Gaiman, qui a décidément bien aimé travailler avec l'artiste nippon. Bowie, que l'on entendra d'ailleurs beaucoup pendant l'exposition, est par hasard pour nous dans le magasin de Gelati où l'on s'arrêtera juste après. J'aurai désormais un souvenir auditif en regardant les œuvres du maître, et en même temps, est-ce que Bowie n'était pas l'incarnation en chair et en os d'un personnage d'Amano ? Je serai moins enthousiaste sur la partie dédiée aux Candy Girls, sorte de pin-up infantile rehaussée de fond à paillettes et qui, si elles ont en commun les couleurs flashy et la netteté du trait, n'ont pas l'exubérance psychédélique des œuvres monumentales de la série Devaloka qui accueillait le spectateur avec ses fresques immenses et hypnotiques. Le clou de l'exposition sera dédié, évidemment, au travail d'Amano sur le jeu vidéo et en particulier sur la saga des Final Fantasy. Plus gros bémol de l'exposition selon moi, une grande partie des œuvres sont présentées à plat sur des présentoirs suspendus qui plus est. Impossible donc de pouvoir appréhender l'ensemble de chaque œuvre dans le détail, et malheureusement pour vous, impossible de faire des photos qui ne souffrent pas de reflets parasites. Mais il en faudrait plus pour doucher notre enthousiasme à savourer le talent de l'artiste qui s'exprime sur cette série qui nous tient à cœur, moi et les 2 anges gardiens qui m'accompagnent. Évidemment, il y a des classiques. Comment ne pas être ému devant les œuvres de FF6, mon Final Fantasy préféré juste après le 7, dont j'aime d'ailleurs particulièrement l'esthétique très amanoesque. Comment ne pas saluer le génie de la composition de l'image iconique du premier Final Fantasy, le regard pénétrant de Firion. Mais mon ressenti sur les œuvres sera surprenamment parfois non proportionnel à mon affect pour les différents titres. Ce n'est clairement pas sur FF7 que je préfère Amano, même si j'apprécie la sensualité à fleur de peau de sa Tifa et l'aspect un peu punk de Cloud qui me fait marrer. Mais c'est sur FF9, un titre qui ne m'a pas laissé un souvenir impérissable loin de là, que je l'ai adoré. J'ai d'ailleurs eu une révélation en me disant que si la direction artistique du jeu avait été confiée à Amano, cet univers ultra coloré, Alice au pays des merveillesques que j'ai trouvé grotesque dans le jeu, s'en serait trouvé sublimé. Ce Jidan-là, je l'aurais suivi au bout du rêve. Il a même réussi à me faire vibrer sur la scène de Snow et Serah, qui me touche pourtant autant qu'un pet de chameau dans le jeu d'origine. Et que dire de la magie qui se dégage de la scène du baiser entre Tidus et Yuna, pourtant tellement sublime et émouvante dans sa version animée. 2 couleurs, quelques traits pour les protagonistes qui émergent à peine de cet imbroglio de taches éparses, et pourtant, tout est là. Mais si l'on connaît encore aujourd'hui Amano sur la saga des Final Fantasy, c'est quand même pour les logos, et c'est pas rien de les voir de près, dans leur forme la plus brute. J'ai toujours tendance à dire que l'essence du talent d'un artiste se voit toujours dans la forme la plus simple de l'art, du noir sur du blanc. Donnez une feuille de papier et un crayon à Alan Lee et vous comprendrez pourquoi ce type est un pur génie. Eh bien, voir ce que Yoshitaka Amano est capable de faire avec une couleur noire appliquée sur un papier blanc confine à la magie. Ce moment où l'on prend pleinement conscience que le mec arrive à faire naître des personnages, des scénettes qui fourmillent de détails, tellement qu'ils nous semblent presque en 3 dimensions, et qui capturent l'essence de tout un jeu à la narration complexe seulement en posant des traits noirs, presque sans aucune nuance, sur un papier blanc, c'est puissant. Ce moment où l'on capte à quel point la vivacité du trait de l'artiste donne un élan, une vibration puissante à un dessin qui n'a plus rien de statique. Grandiose, même dans la simplicité la plus absolue. Et ressentir ça pleinement, dans toutes les fibres de son corps et de son cœur, même si ça ne dure que quelques instants dans une vie, non,
Vraiment, c'est pas pareil.